Bonjour à tous, bienvenue donc chez Odos. Je suis Stéphane Odos, je dirige une entreprise depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, on a le plaisir avec mon équipe que Marie manage et Mélanie qui a organisé cette conférence que je félicite, et également le Club 31 qui est un club d'affaires qui est ici présent. Je les remercie d'avoir organisé ce moment. Nous avons une entreprise qui ici est installée depuis maintenant 3 ans. Donc on appelle ça le laboratoire. On a trouvé intéressant dans le cadre de notre entreprise, puisque ça fait maintenant 32 ans qu'on parle aux entreprises, aux utilisateurs de bien-être au travail. J'ai écouté ce matin qu'il y a une ribambelle de prix qui sont décernés par tout le monde sur est-ce que mon entreprise s'occupe bien de ses salariés, est-ce que mon entreprise assoit bien ses gens, est-ce qu'elle les fait jouer au ping-pong, etc. On est bien content parce qu'on est devenu à la mode. Donc ça n'a pas été le cas pendant pas mal d'années, et maintenant tout d'un coup ça se réveille, et tant mieux parce que tout le monde peut en bénéficier, parce que le bien-être il n'a pas lieu d'être que d'être le samedi soir, il est aussi le lundi matin, parce que nous avons à manager des gens et leur donner envie, et il n'y a pas qu'à nous à leur donner envie, parce qu'une entreprise c'est une auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y apporte, comme dans les conférences d'ailleurs. Notre intention quand on fait des conférences comme ça avec le Club 31 et Odos, c'est tout simplement de sortir du cadre et essayer de s'intéresser un peu à tous les sujets. Vous avez au plafond ici quelques marques de visite de gens qui sont venus faire des conférences. Je remercierai Alain tout à l'heure et je vous le présenterai. On a eu l'occasion de faire des conférences aussi bizarres que comment faire la sieste dans l'entreprise. Aussi bizarre que, je sais pas moi, des sujets sur l'architecture. On a eu aussi l'occasion de parler d'aménagement. Et puis la dernière conférence, c'était Gérard Lopez, une belle entreprise toulousaine, en tout cas française, qui s'appelle BVA, qui est venu nous parler de son entreprise à Paris et de sa gestion des hommes pour manager. Voilà. Donc aujourd'hui, on a choisi un thème urbain, puisque ça fait 3 ans que nous sommes ici. On a une vieille histoire, nous, avec le quartier, puisqu'on a été rue Gabriel-Péri pendant quelques temps. Et donc, quand on est un citoyen, un chef d'entreprise, un utilisateur, on peut venir que travailler, on peut aussi s'intéresser aux lieux, au quartier, parce qu'on va y faire ses courses, on va aussi se garer, on va aussi circuler, on va aussi peut-être aller manger au resto, et puis surtout, on va y passer une bonne partie de sa vie. Puisque quand on va dans un lieu de travail, nous, au DOS, on a été un peu partout, on a été à la Beige, à Portet, etc., etc. Et je m'aperçois qu'à chaque fois que notre entreprise est allée dans un quartier, globalement, elle a fait partie de la vie de citoyenneté, et surtout, elle a fait partie de la journée, parce qu'il y a des gens qui restent eux la nuit, et nous, on repart chez nous la nuit. Voilà. Donc on a appelé ça la conférence « Travailler, vivre et se déplacer au cœur de la ville ». Parce que tout simplement, il nous est arrivé un événement. Le premier, c'est que j'ai assisté à une conférence d'Alain une fois et j'ai été subjugué d'un truc, et je vais vous en parler. Subjugué, j'ai bien pesé mes mots, parce que c'est rare quand on va dans une conférence et qu'on est intéressé du début jusqu'à la fin. Alors pour moi, c'est un peu subjugant, tu vois ce que je veux dire. On a eu la chance dernièrement, puisque vous savez que nous, pendant longtemps, ce magasin, il ressemblait quasiment à un concessionnaire de voitures automobiles, puisque nous avions devant chez nous une ribambelle de gens qui se garaient, même qui laissaient leur voiture pour 2-3 ans. Donc ça veut dire que devant, on était devenu presque un cimetière. Il y en a un au fond aussi, mais nous, on était devenu le cimetière des voitures, ce qui fait que c'était pas tellement génial pour... Alors c'est vrai qu'on a râlé, parce que du coup, ils ont fait les travaux pendant 1 mois. C'est vrai qu'on a râlé parce qu'on s'est dit on va plus pouvoir se garer. Mais le résultat, quand même, c'est quand même vachement plus sympa de se retrouver avec une esplanade libre, avec l'impression de respirer, et puis surtout la possibilité d'avoir une vitrine, la possibilité de se dire qu'on n'est pas devenu un marchand de voitures d'occasion. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, du coup, comme partout, il y a du bien dans le mal et du mal dans le bien. Voilà. Et donc, je suis assez surpris, parce que très souvent, quand j'ai la chance de voyager un peu, pas toujours très loin d'ailleurs, mais très souvent, je retrouve des Toulousains que je retrouve à quelques centaines, milliers de kilomètres, et très souvent ils sont très fiers de Toulouse. On dirait qu'ils sont fans de Toulouse parce qu'ils sont fans du Stade Toulousain, ils sont fans de la place du Capitole, ils sont fans de leur ville. C'est normal parce qu'ils y habitent. Je veux dire, on a un peu le choix d'habiter la ville qu'on aime. Et quand je les retrouve ici, encore hier soir, j'ai reçu un texto d'une amie qui disait « Je suis à Bordeaux, c'est génial ».
Alors moi je suis un militant de Toulouse, je suis un militant de la ville dans laquelle je fais le choix de vivre, et donc du coup j'essaye de la défendre. Alors je suis pas d'accord avec tout, je suis pas fanatique, en tout cas j'essaye de faire en sorte et d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une télé, si vous êtes intéressé, regardez-la, elle s'appelle Kansai TV, dans laquelle on fait en sorte d'aller avec, pour qu'il n'y ait pas d'étiquette, on va aussi bien avec à la mairie de Cahors, qu'à la mairie de Revel, qu'à la mairie de Toulouse, qu'à la mairie, enfin je ne vais pas toutes les citer, mais du coup on s'intéresse à tout le monde parce que pour moi, l'urbanisme fait pas, il n'y a pas d'étiquette politique, bien sûr, il y a des gens qui font des choses, qui les font bien ou qui les font pas bien, qui les font en priorité ou qui les font pas dans nos priorités, parce qu'en général, on s'intéresse au quartier dans lequel on est. C'est surtout ça qui nous intéresse, ou en tout cas la circulation, puisque nous on est avenue de Muret, les gens ils ont oublié l'avenue de Muret, depuis qu'il y a le tram, ils passent tous en tram je crois, puisque ça a complètement changé la façon de fonctionner, et du coup il y a plein de sujets aujourd'hui qui sont intéressants dans notre ville, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Alors, j'ai juste relevé un truc avant de présenter Alain. J'ai eu la chance au mois de novembre d'aller au musée juif de Berlin. Je ne sais pas si certains ont eu cette émotion. Voilà. Bon, aussi revisiter les World Trade Center. J'ai eu cette occasion-là, et chaque fois j'ai eu la même émotion, et il se trouve que c'est un point commun avec ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un architecte qui s'appelle Lipskin, dont on va pouvoir parler tout à l'heure, parce que notre mission aussi c'est de parler d'architecture et d'urbanisme. C'est aussi ça la mission, c'est pour ça qu'Alain il est venu, parce que je crois qu'il y a une histoire incroyable, comme je disais tout à l'heure. Donc juste rappeler que pour ceux qui sont allés au musée juif, il est bas, voilà, et vous avez un contraste et un paradoxe des World Trade Center qui sont à 541 mètres. Je pense qu'on va parler de quelque chose qui fait 150 mètres là aujourd'hui. C'était juste pour resituer le débat entre le très bas, le très haut et l'intermédiaire. Voilà, ça me permettait de placer le débat, parce que ça fait longtemps que je revendique qu'une signature, qu'une marque était importante dans la ville, et je voulais finir par ça. Je crois que d'ici quelques années, quand je me situerai là, j'espère que la vie me permettra de le faire, je pense que je verrai dépasser un truc ici qui va se positionner, qui devra normalement être la création d'un quartier autre que Victor Hugo, autre que les Carmes, autre que Saint-Cyprien, qui s'appellera Marengo. Donc j'espère que du coup, ce quartier-là va se grandir. Je rappelle souvent que la Tour Eiffel, tout le monde n'était pas d'accord avec dès le départ. Voilà. Donc notre enjeu, c'est pas forcément de prendre parti, mais un peu sur le fait qu'il faut que tout bouge pour que tout demeure. Voilà. Donc je me suis permis d'inviter Alain, qui est directeur général, il le dira, juste son parcours, peut-être qu'il aura l'occasion de le citer, je ne sais pas si vous êtes allé voir. Aujourd'hui, ce n'est pas Annette Legnaud qui est là, puisque vous savez qui est là dans notre ville aujourd'hui. Mais à la base, juste pour le rappeler, elle le sait Annette, c'est que c'était Alain que je voulais, et donc ça a changé entre-temps, et puis du coup il revient. Donc je voulais le remercier parce que je suis très content de ça. D'autant plus que voilà, il a fait un boulot, et puis il était surtout au cœur du débat depuis le début, et il a suivi le sujet. Donc c'est lui qui peut nous relater, selon moi, le mieux, ce qui s'est passé, comment ça se passe et comment ça va se passer. Voilà. Donc Alain, je ne vais pas redire que tu as fait une licence économie urbaine à l'ESSEC, que tu as fait un master de l'art dans l'économie régionale en Pennsylvanie, parce que tu n'es pas venu pour parler de ça, tu es surtout venu parler de ce sujet. Voilà. J'espère que vous passerez un bon moment. Midi et demi, il a 1 heure pour s'exprimer sous forme de slide. Après, on vous offre un petit déjeuner, enfin un déjeuner rapide. Et puis voilà, on vous remercie et on vous donnera un petit espace réponse ou questions, si jamais vous en avez. Bon, les questions, bien sûr, il pourrait y en avoir des polémiques, mais si elles sont plutôt dans le détail technique, parce que je crois qu'Alain a tous les tenants et les aboutissants quasiment à ce jour de ce qui se passe et ce qui va se passer. S'il n'y a pas de questions, je laisse travailler Alain et je vous remercie de votre attention. Bon, donc, Stéphane vient de le dire, j'étais jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à vendredi dernier, directeur général d'Europolia. On va en parler, c'est la société qui a été créée pour porter ce projet, pas seulement celui-là, un autre aussi, mais bon. Voilà, j'ai pris ma retraite vendredi dernier, je me suis foulé la cheville dès le lendemain matin en faisant une chute en VTT. C'est pour ça que je m'assieds de temps en temps. Mais bon, voilà. Alors, on va parler de Toulouse Euro Sud-Ouest, qui est
j'aime bien dire comme ça à cause de tout ce qu'on a dit, une nouvelle dimension pour Toulouse. Et vous allez voir pourquoi, parce que c'est d'abord, alors on va bien sûr parler de la tour, mais c'est quand même d'abord un projet urbain, un projet qui, en principe, hein, c'est l'objectif qu'on lui a donné, qui va réellement apporter une autre dimension au centre-ville de Toulouse, et donc à Toulouse dans sa dimension métropolitaine, disons, et on va voir comment. Alors, c'est un projet qui est parti autour de la gare Matabiau, puisque c'est d'abord une histoire de train. Et la gare Matabiau, ben, vous voyez, elle était comme ça à la fin du siècle dernier, et elle n'a pas tellement changé aujourd'hui, puisque finalement, bon, y a plus de voitures évidemment, mais à part ça, la gare elle-même n'est pas fondamentalement différente, et puis le quartier autour, pas trop non plus. Bon, sauf que dans la fin des années 2000, on a commencé à parler de l'arrivée de la SGV. Alors, on voyait ça en 2015 à peu près, mais ça a été l'occasion de se poser des questions sur quel devenir faut-il donner à la gare, et qu'est-ce qu'on fait non seulement de la gare, mais tout ce qu'il y a autour. Là-dessus, s'est greffée toute une réflexion urbaine, toute une réflexion surtout en matière de transport, et la gare est va devenir ce qu'on appelle un pôle d'échange multimodal, puisqu'on va y retrouver non seulement les trains, et tous les trains, c'est-à-dire certainement les LGV, quelle que soit la date et la façon à laquelle ils arrivent, mais aussi, et ça c'est sûr, beaucoup déjà les TER, et puis tous les métros, le métro, la ligne A du métro qui va être doublée, donc ça va faire un trafic considérable. La troisième ligne qui va, dès son ouverture, amener autant de trafic que la ligne A doublée, plus tous les autres transports. Donc c'est une prévision de trafic considérable qui est annoncée pour la gare. On est aujourd'hui à peu près à 50-60 000 passagers par jour. Et en gros, sur la durée du projet, c'est-à-dire d'ici 2035 à peu près, c'est un triplement du trafic qui est prévu. Et ça, justement, quelles que soient les décisions prises en matière de LGV, ça inclut la LGV, mais la LGV Bordeaux-Toulouse qui reste à faire n'apporte là-dedans qu'à peu près 5% du trafic de la gare. Donc en termes de quantité, c'est pas dimensionnant. C'est dimensionnant sur le plan qualitatif, bien sûr, c'est un avantage formidable pour Toulouse, mais ce n'est pas ce qui va dimensionner le projet. Et donc ça, je le dis tout de suite, hein, le projet n'est pas fait pour la LGV, c'est-à-dire que si la LGV se fait plus tard que prévu ou même jamais, ça change en fait pas grand-chose à la dimension et à l'organisation de ce projet. Donc, c'est ce triplement du trafic qu'il a fallu prévoir. Et autour de ça, s'est greffé donc, un projet qui est devenu un projet urbain. L'idée, c'est ce que je dis au départ, c'est que c'est une extension du centre-ville de Toulouse qui va donner une autre dimension à la métropole. Alors, comment est-ce qu'on a organisé ce projet ? C'est d'abord un projet ferroviaire, puisqu'il ne faut pas l'oublier, on part de cette question de réorganisation, et il y en avait besoin, de ce qu'on appelle le nœud ferroviaire toulousain. Il est très vétuste, hein, beaucoup des équipements ferroviaires en France sont vétustes, malheureusement, mais celui-ci en particulier. Voilà. Donc de toute façon, il y avait un très gros travail à faire, c'était le travail de la SNCF et de la région. Après, c'est aussi, je l'ai dit, un projet multimodal, au sens où on a les autres modes de transport urbains, et pas seulement, maintenant il y a aussi les bus, qui se mêlent de complexifier un peu ce projet. Et donc là, interviennent d'autres partenaires, notamment Tisséo bien sûr, et le département qui a des autocars qui irriguent toutes les villes du département. Et puis, troisième dimension, c'est surtout de celle-là qu'on va parler, c'est un projet urbain, et là c'est Toulouse Métropole, qui est aux manettes, si on peut dire, puisque c'est dans la compétence de la métropole toulousaine. Donc c'est tous ces acteurs-là qu'il faut faire travailler ensemble pour construire ce projet dans toutes ses dimensions. Alors, c'est ce qu'on a fait au fil du temps. Ça a commencé, la réflexion dont je parlais tout à l'heure, la perspective d'arrivée de la LGV, ça a commencé en 2007 exactement. Et là, on a commencé à se poser la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait donc autour de cette transformation de la gare ? Est-ce qu'on fait un projet vraiment juste limité à la gare ? Est-ce qu'on fait un projet qui a une importance pour la ville, mais pas
plus, ou est-ce qu'on fait vraiment un projet de dimension métropolitaine au sens du rayonnement régional et national? Et c'est cette troisième option qui a été prise. Donc, au départ, on a dimensionné le projet comme ça. Vous allez voir que c'est en 2017 qu'on arrive aux premières réalisations. Ce qui est à la fois rapide, hein, parce qu'on n'aurait pas pu aller plus vite. Je vous garantis que la complexité du problème et toutes les dimensions du projet qu'il fallait traiter à la fois, je pense qu'on est vraiment allé le plus vite possible. Et en même temps, c'est quand même 10 ans. C'est un constat qu'on fait souvent dans notre profession. En matière d'urbanisme et d'aménagement urbain, 10 ans, c'est l'unité de temps. On ne compte pas en années, on compte en dizaines d'années. C'est-à-dire un projet, il peut prendre une unité de temps, 2 unités de temps, 3 unités de temps. Celui-là, on prendra 3. On part d'un projet qui se fait sur 30 ans. Donc il faut savoir de quoi on parle. Hein. On sait que quand on le commence, en général, on ne va pas le mener à terme. On sait qu'il y a beaucoup... Et on sait aussi qu'à l'arrivée, il ne sera certainement pas comme on l'a imaginé au départ. Ça, c'est encore une autre donnée de la question. Mais bon. Donc à partir de 2007, voilà ce qu'on a fait. On a donc commencé à travailler sur les scénarios. 2009, c'est là qu'on s'est réellement mis au travail tous les partenaires que j'ai cités. On s'est mis au travail tous ensemble, chacun mettant un peu d'argent sur la table, et on s'est entendu pour coordonner les différentes études qu'il fallait faire. Et ça, c'est un principe formidable qui ne s'est pas tellement fait ailleurs en France, hein, je vous le dis. Et les partenaires, d'ailleurs, en question, ils tiennent tellement qu'ils veulent le continuer maintenant, alors que le projet a commencé à se concrétiser dans les différentes formes. Il y a un vrai travail de partenariat, donc, dont le principe est que quand on a des études à faire, premièrement, on les conçoit ensemble, c'est-à-dire on fait le cahier des charges ensemble. Ensuite, chacun les fait de son côté, c'est-à-dire chacun assume sa propre maîtrise d'ouvrage. Hein. C'est la SNCF qui fait les études strictement ferroviaires, la métropole qui fait les études urbaines, etc. Mais le résultat des études est mis en commun, à nouveau, et discuté. Et donc, chaque étude dans chaque domaine est prise en compte dans les autres. Et pour mener un projet aussi complexe, finalement, c'est la bonne méthode, parce que mais on s'aperçoit évidemment que tout est lié, qu'on ne peut pas faire le projet urbain sans tenir compte de l'organisation du pôle d'échange multimodal, on va le voir, qui lui-même tient compte de l'organisation des voies ferrées, etc. Voilà. Donc on a commencé à travailler là-dessus en 2009. 2010, Europolia a été créé pour ce projet. Alors pour ce projet et pour un autre, hein, l'autre projet c'est le parc des expositions qui est en train de se construire sur Auxonne. Donc c'est les 2 très gros projets de la métropole, hein, et on a créé une société dédiée. C'est ce qui s'est fait aussi, et ça marche bien dans d'autres villes, hein, à Lyon, à Lille qui a commencé, à Nantes. Il y a des projets, quand il y a un très grand projet, on crée une société d'aménagement qui ne fait que ça. En 2012, on a fait le premier schéma directeur. 2013, on a choisi l'équipe de Joan Busquets pour mener vraiment le projet urbain. Joan Busquets qui travaille déjà sur le centre-ville, et c'est un peu le sens de ce choix, c'est qu'il y a une cohérence évidente, hein, qu'il faut trouver, et je pense qu'on a tenu entre ce qui se fait sur le centre et ce qui se fait sur la gare. Donc à partir de 2013, il a commencé à travailler, il a fait un premier jet du projet urbain qu'on lui a renvoyé parce qu'en gros il y avait trop de dépenses et pas assez de recettes, donc il a recommencé. 2016, on a arrêté un projet urbain, et à partir de là, on le met en œuvre. 2017, ça a été les premiers travaux, donc vous les avez vus, on les voit, on voit les embouteillages autour de la gare, et voilà, en général, je dis, ça a commencé là, et il y en a pour 20 ans. Voilà. Donc, c'est pas très... Si j'étais élu, je dirais pas ça. Si tu veux plomber la... Voilà. Il aurait pu le garder pour la fin, ça. Mais bon, en même temps, c'est pour la bonne cause. Voilà. Donc, les premiers projets, les premiers travaux à la fois en termes d'aménagement, enfin, de voirie, etc. Et puis les premiers projets immobiliers, on va en parler. Et donc, ce qu'on estime, c'est que ce projet va se poursuivre jusqu'à à peu près 2030, entre 2030 et 2040, quoi. Si ça allait très vite, on aurait tout fini en 2030, mais je ne le crois pas. Il y aura forcément d'ici là une crise immobilière, quelque chose qui va tout arrêter, puis après ça va repartir. Donc
Mais non, c'est surtout que j'en ai vu d'autres. Voilà, malheureusement. Mais bon. Mais en même temps, la leçon quand même, justement, de tout ça, c'est que ça continue, même s'il y a forcément, il y a des péripéties, des hauts et des bas, des moments où ça avance vite et d'autres où ça ralentit. Mais en même temps, quand il y a un vrai projet, un vrai portage politique, et quand même, c'est ce qu'il faut dire aussi de ce projet, depuis le début, ça fait déjà 10 ans, il y a eu des successions, il y a eu des changements politiques, mais il a toujours été porté, et il continue à l'être, parce que je pense que quel que soit, il y a une espèce d'unanimité, hein, enfin, sauf quelques anarchistes, on peut dire, puisque c'est ça, qui voudraient que rien ne se fasse, mais globalement, il y a un vrai support de ce projet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps? Ben voilà, on a fait des études techniques de diverses sortes. À partir de 2012, on a commencé à travailler sur les 3 domaines de façon très très distincte. Le plan guide urbain, on l'a attaqué, donc ce que je viens de dire, et les travaux d'aménagement. On a fait en même temps un vrai schéma directeur du nœud ferroviaire qui a été très compliqué, qui n'est pas tout à fait fini, mais enfin quand même les grandes lignes sont arrêtées. Donc là, on va rentrer dans... Et là, on parle de... Là, c'est du lourd, hein, là, c'est 500 millions de travaux sur plus de 20 ans. Donc, 500 millions. Ouais. Au total, ce projet, il faut avoir ça en tête, hein, si on met tous les investissements publics qui sont prévus là-dedans, c'est de l'ordre d'1 milliard d'euros. Voilà. Alors 1 milliard d'euros sur une très longue durée, bien entendu, hein, il faut voir ça aussi. Et puis pour ce qui est et puis réparti entre les différents acteurs, quand je parle du ferroviaire, c'est l'État, hein, malgré tout, qui va, quelles que soient les formes, quel que soit le statut de la future SNCF, ça c'est des financements État et région. Après, la partie multimodale, c'est quand même un financement très très métropolitain, même si c'est, disons, la métropole au sens large, et le projet urbain, c'est la métropole au sens plus strict. Voilà. Mais au total, donc, on est sur des ordres de grandeur, mais en même temps, c'est aussi l'ordre de grandeur des grands projets des autres villes. Hein. Quand vous avez à Lyon le projet de Pardieu, qui est assez comparable, il est du même ordre, et Lyon Confluence est aussi du même ordre, c'est-à-dire ils en ont 2 comme ça, quoi. Voilà, bon, encore une fois, il faut voir les dimensions, non seulement en termes de somme et de volume de construction, mais aussi dans le temps. Là, on parle de choses qui se passent sur 20-30 ans. Voilà. Et puis, on a aussi commencé à travailler sur le pôle d'échange multimodal. On va en avoir à la fin un aperçu. Alors, la particularité de ce projet, donc pour parler du projet urbain, c'est qu'on n'a pas de terrain. Donc, c'est vraiment un projet de renouvellement urbain. Ouais, ça part difficilement, mais en même temps, on est au cœur de ce qui va être, je suis sûr, de plus en plus l'urbanisme de demain. C'est-à-dire, on dit construire la ville sur la ville, c'est ça, là on y est. Hein. Donc, bon, on se débrouille quand même pour en trouver un petit peu, et puis surtout pour refaire donc des parties de ce quartier progressivement. Et donc, ça va être tout le sens de cette démarche. Alors, on a lancé pour ça une opération d'aménagement. Toulouse Métropole a donc créé l'opération d'aménagement et l'a confiée à Europolia. Ça date d'octobre 2017, hein, c'est tout récent, la formalisation de tout ça. L'opération porte sur 135 hectares, dont 50 de voies ferrées auxquelles on ne va pas toucher. Et à l'intérieur de ça, on va le voir, une ZAC d'une 40aine d'hectares. Les fonciers qu'on va acheter là-dedans sont très très peu, c'est un peu plus de 2 hectares. C'est autour de l'avenue de Lyon uniquement. Donc on travaille vraiment sur du renouvellement, non seulement piloté directement par la collectivité, mais surtout dans de l'accompagnement d'acteurs privés dans ce processus. Pour ce qui est du foncier public, on a une convention avec l'établissement public foncier local qui fait le travail d'achat, de gestion et qui nous revend les terrains lorsqu'on en a besoin. Et le programme total, donc on va y revenir, c'est 300 000 m² de bureaux. Alors encore une fois, c'est sur la durée, hein, il faut le voir, sur 20 ans, 300 000 m², ça fait 15 000 par an, c'est-à-dire c'est à peu près 10% du marché des bureaux chaque année, ce qui est raisonnable étant donné qu'en plus, là on parle de bureaux en centre-ville, et que de bureaux en centre-ville, ben, il n'y en a pas. Donc on sait qu'on répond déjà aujourd'hui et dans les années à venir à un vrai besoin. Bon, c'est à peu près aussi 3 000 logements.
pour lesquels seront observées les proportions qui sont prescrites par le PLU IH futur, donc qui va être adopté bientôt, c'est-à-dire notamment 35% de logements sociaux, ce qui va mener à une augmentation significative, un doublement en pratique du pourcentage de logements sociaux dans le quartier. Ceci pour répondre à ceux qui nous accusent de gentrifier le centre-ville en faisant un projet comme ça. Il n'y aura pas que des logements pour les riches, quoi. Il y en aura pour tout le monde. Voilà. Et puis il y a aussi 30 à 50 000 m² de commerce, services, loisirs. Il peut y avoir un cinéma, il peut y avoir... quand on dit commerce, ce n'est pas forcément un gros supermarché qu'on va implanter là, certainement pas, mais il y a quand même la place pour un développement commercial significatif. Toutes les études l'ont montré, et on le fera, on ne sait pas encore sous quelle forme, mais on le fera. Alors, voilà le périmètre des opérations dont on parle. Donc les 135 hectares qui sont le périmètre de la concession d'aménagement confiée à Europolia, c'est le bleu clair, et les 40 hectares de la ZAC, c'est le bleu sombre. Et voilà donc à quoi va ressembler théoriquement le projet. Alors là, ce qu'on a en bleu, c'est les bureaux, en orange, les logements, en jaune, c'est des commerces, loisirs, etc. Et puis en violet, c'est des équipements publics. On y trouve la gare, bien sûr, avec un principe qu'on a marqué là, de traverser au-dessus des voies. On ne sait pas quelle forme ça prendra encore, mais enfin, on l'a mentionné. Il y a aussi une école, un gymnase, etc. Voilà, donc bien sûr cette représentation est complètement théorique, ce n'est pas du tout ces formes-là qui vont être retenues, certainement pas, mais ça donne une indication à la fois de la répartition spatiale et puis du type de densité aussi qu'on va obtenir, puisque c'est quand même un des principes de ce projet, c'est de rechercher une certaine densité, étant donné qu'on est quand même dans l'endroit qui est le mieux desservi en transport en commun de toute l'agglomération toulousaine et de loin. Alors, à quoi ça va ressembler? Donc, en quoi va consister la réalisation de ce projet? Alors, d'abord, il y a le côté, disons, aménagement des espaces publics. Il y a ce qui a été fait sur la ville enfin la métropole, c'est pas dans le cadre de l'opération Toulouse au Sud-Ouest, mais c'est fait de façon totalement coordonnée, heureusement. Donc là, c'est la rue Bayard qui a été livrée déjà à la fin de octobre, je crois, 2017. Là, on a les allées Jean Jaurès qui sont en train de se faire, qui seront livrées fin 2019. Et puis, nous, on a entrepris le réaménagement du parvis de la gare. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Je suis désolé, là, vous ne voyez pas trop là sur ce côté. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu, d'ailleurs. Le réaménagement du parvis de la gare, l'aménagement des voies le long du canal, et notamment, alors la fameuse parce qu'on en a un peu parlé, couverture partielle de l'écluse Bayard. Ça, c'est un projet qu'on a eu, qui a été contesté, pas par grand monde en réalité, mais par une personne. Malheureusement, elle avait la capacité de bloquer. C'était un inspecteur des monuments historiques venu de Paris, qui trouvait, lui, que c'était pas bien. Tout le monde trouvait que c'était bien, y compris les utilisateurs du canal, mais bon, donc il a fallu se battre. On a eu l'autorisation très récemment, au mois d'avril. Donc là, l'idée, c'est que non seulement on réaménage donc le parvis de la gare, vous voyez, y compris avec des plantations, on réaménage les deux voies des deux côtés en réduisant la part pour les voitures. On aura 2 voies de chaque côté, et c'est tout, parce qu'actuellement, on a soit 2, soit 3, soit 4 voies par endroit. Donc on élargit les espaces piétons et cyclables, et puis face au parvis lui-même, à l'endroit qui est actuellement, où l'écluse est actuellement traversée par ce qu'on appelle des butons, c'est-à-dire une sorte de poutres en béton qui sont hideuses. Donc là, on fait un platelage en bois qui, en quelque sorte, élargit le parvis et facilite le lien entre la gare et le centre-ville. Et il commence à y avoir une conception d'ensemble, parce que jusqu'à maintenant, le canal a été fait par petits morceaux, ce qui explique aussi qu'on passe d'un côté à l'autre. Ça va changer. Alors, c'est pas décidé. Moi, Bousquet, il me l'a dit ça. Oui, Bousquet, là, dans ses cartons, c'est à l'étude. Tu peux le raconter, parce que chaque fois que je le raconte, les mecs ne sont pas... Moi, je pense que, alors j'ai pas d'image pour ça, mais on en a. Le principe, c'est que déjà, on remet la circulation de chaque... Enfin,
dans un seul sens, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas changer de côté, et puis on devrait circuler à la française au lieu de circuler à l'anglaise, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur le côté gauche, on sera, oui, du canal, oui. Voilà. L'idée, c'est de fluidifier et en même temps de réduire l'espace consacré aux voitures. Hein. L'idée, c'est de mettre 2 voies partout, donc d'élargir partout les trottoirs, les espaces piétons et vélos, et les berges du canal proprement dites, où il y a un travail quelquefois qui n'est pas très important, d'autres fois ça a davantage, mais un travail de requalification à faire, retrouver les chemins de halage quand on le peut, donc redonner au canal. L'image que donne Bousquet, c'est qu'il dit c'est un parc linéaire et continu dans le centre-ville qu'il faut faire, et c'est ce à quoi je pense on arrivera, hein, parce qu'il faudra du temps, bien sûr on ne peut pas tout faire à la fois, mais c'est quand même vers ça qu'on tend, avec notamment un projet, j'espère que ça se fera, ça mais c'est pas décidé, partout où on a des trémies le long du canal, l'idée c'est de transformer ça en espace au contraire piéton et planté pour que ça devienne une sorte d'élément d'espace vert, de parc dans la ville, quoi. C'est-à-dire qu'au pont jumeau, là, quand tu traverses le truc, on ira tout droit, enfin, c'est ça l'idée, quoi. Au pont jumeau, ouais. C'est là qu'on retraverse. Ouais, voilà, ben, par exemple là, oui. Voilà, ouais, c'est ça. L'idée c'est de commencer là. Voilà. Bon. Tout un travail, il y a beaucoup de décisions à prendre qui ne sont pas prises, mais enfin, il faut savoir que la réflexion est en cours, en tout cas. Voilà. Donc on va faire, en tout cas pour la partie qui est à l'intérieur de l'opération Toulouse au sud-ouest, c'est-à-dire entre les 2 ponts, là, Bayard-Matabio, Riquet-Matabio, c'est-à-dire face à la médiathèque jusqu'à la rue Matabio, on va commencer à faire ce travail. Ça, on a déjà débroussaillé un petit peu, ça commence à se voir. Je dois avoir une image de ça, voilà. Transformer la maison éclusière. Il y a une consultation qui va être lancée par VNF pour en faire un bistrot, un endroit agréable sur le canal. Voilà. Donc un ensemble de transformations qui, je pense, vont déjà pas mal changer la physionomie des espaces publics dans ce quartier. Alors, je n'ai pas montré ce qui se fera derrière, mais on a aussi lancé la réflexion sur la transformation de la place Arago, qui est une espèce de petit bijou maltraité, parce que c'est un parking actuellement, alors qu'elle est très jolie, cette place. Et donc, on va aussi essayer d'intervenir sur les espaces publics dans les quartiers tout autour de la gare. Voilà. Donc ça, c'était les aménagements d'espace public, ce qui est un des Ça me permettra de dire une méchanceté sur la SNCF, mais voilà. C'est le long, celui-là, il dure 5 minutes. Oui. Non. Ah oui, quoi qu'il doit être assez long, oui. Enfin, bon. Donc voilà pour les aménagements d'espace public. Après, il y a les programmes immobiliers proprement dit. Alors, on a sur ce plan, on en a lancé 2. Le premier, c'est le tripostal avec la tour, donc on va en parler. Et celui qui va suivre immédiatement après, c'est celui qu'on va lancer sur le site de l'ancienne halle Cernam, côté Rénal. Voilà, et on va parler de ces 2 projets. Alors, le tripostal, c'était un site très compliqué. Là, on a une photo aérienne de l'ancien, du site avant la destruction du bâtiment du tripostal qui était là. Donc la parcelle est ici, elle fait 2300 mètres carrés, c'est-à-dire pas beaucoup. Elle est coincée entre la voie ferrée et le boulevard qui est au bord du canal, le canal lui-même. Dessous, il y a le métro, la ligne A, et il y aura aussi, parce qu'elle aurait pu passer ailleurs, mais non, il y aura aussi la 3e ligne. Donc c'était quand même assez compliqué, mais ça j'ai remarqué que les ingénieurs se régalent, ils nous disent enfin, on a un vrai sujet, donc c'est pas un problème en réalité. Et on a lancé un concours sur cette parcelle, donc un appel à candidature, 9 candidats, on en a retenu 5. La hauteur n'était pas imposée. On avait rendu possible la hauteur en transformant le PLU,
Mais on disait, vous construisez ce que vous voulez. Et certains candidats ont fait une proposition à 50 mètres, c'est-à-dire la limite de ce qu'on appelle l'IGH, l'immeuble de grande hauteur, au-delà de laquelle la réglementation change et ça devient plus compliqué. Et d'autres ont proposé des projets à 150 mètres. On en a eu à la fin 3 à 150 mètres et 2 à 50 mètres. Les 3 projets étaient de très grande qualité, il faut dire. Les 2 projets à 50 mètres, bon, il y en avait un qui n'était pas terrible, dire les choses comme elles sont, et un autre qui souffrait du fait qu'il avait été, c'était un candidat qui avait été parti sur une hauteur de 150, puis qui a changé en cours de route, donc ça avait été un peu moins, bref. Mais les 3 projets qui étaient, qui avaient pris le parti de la grande hauteur, dire le projet de Libeskind qui a, on ne peut pas dire les choses autrement, qui a enthousiasmé le jury parce qu'il était très très différent des autres en termes de qualité architecturale. Après, c'était celui qui faisait le moins de mètres carrés. Libeskind nous a même dit, c'est la première fois qu'un promoteur me demande de réduire le projet parce qu'il voulait que la tour soit plus élancée. En général, les promoteurs ils veulent qu'on fasse plus de mètres carrés, mais là c'était le contraire. Voilà. Donc c'est celui-ci qui a gagné. Et le permis de construire devrait être déposé le 15 juin, c'est-à-dire dans quelques jours. Voilà. Il a passé un certain nombre d'obstacles. Il y en aura sans doute d'autres, mais enfin, voilà, normalement, là, les principaux obstacles sont levés et le permis est prêt là, actuellement. Il est fait donc par Daniel Libeskind et par Cardam, Cardet et Huet, qui est un cabinet d'architectes toulousain connu. Et bon, enfin, je ne vais pas vous le remontrer parce qu'on l'a déjà beaucoup vu, mais enfin, le voilà. Donc normalement, les travaux devraient commencer quelque part, suivant les délais d'enquête publique, etc., parce que là, il y a des délais qu'on ne maîtrise pas complètement. Les travaux devraient commencer quelque part entre fin 2019 et voire tout début 2020. Et il y a à peu près 3 ans de travaux. C'est évidemment un chantier extrêmement compliqué, parce que vous imaginez à la fois les contraintes techniques, les contraintes d'approvisionnement, etc. Donc il devrait y avoir à peu près 3 ans de travaux et une livraison donc quelque part vers 2023, fin 2022 si ça va vite, sinon 2023. Voilà. Alors, peut-être un mot sur Daniel Libeskind, puisque vous avez souhaité qu'on en parle. Libeskind, l'histoire, c'est que la compagnie de Phalsbourg, quand ils ont candidaté, d'abord, ils ne savaient pas trop si c'était un promoteur. Vous savez peut-être, c'est des gens qui font des centres commerciaux depuis, je ne sais plus combien de temps, 20 ans. Et le patron est fondateur et unique actionnaire, donc les décisions sont rapides, de la compagnie Phalsbourg, s'appelle Philippe Journeau, et en fait c'est un passionné d'architecture. Et donc à partir d'un moment, il s'est dit, ben voilà, maintenant j'ai bien gagné ma vie, j'ai une foncière, j'ai les moyens de faire des projets qui me plaisent, et il s'est mis à faire des projets qui lui plaisent. Donc il s'est fait connaître. Vous avez entendu parler du concours Réinventer Paris qui a été lancé par la ville de Paris il y a je ne sais plus, 3 ans. Il y avait 23 sites sur lesquels était lancé un appel à projet, quel qu'il soit, des sites un peu compliqués. Le monde entier a répondu, bien entendu, parce que c'était quand même au cœur de Paris, c'était des endroits très, très importants. Et sur les 23 sites, la compagnie de Phalsbourg en a gagné 3. Alors qu'il y avait une compétition qui ne pouvait pas être plus rude. Donc tout d'un coup, ils sont apparus dans la lumière, on peut dire, du monde immobilier. Depuis, ils ont continué à sortir quelques autres projets. Alors, c'est des projets toujours compliqués, mais enfin, en même temps, ils sont en train de se faire. Hein. Les 1000 arbres, un projet à cheval sur le périph' à côté de la Porte Maillot à Paris. Là, ils sont en train d'attaquer les dernières phases avant les travaux, donc c'est en train d'avancer normalement. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas tout à fait le profil, disons, des autres promoteurs plus classiques. Et donc, Philippe Journeau s'est intéressé à ce site quand on a lancé le concours. Ils nous ont appelés, ils nous ont dit est-ce qu'on peut concourir? On a dit bien sûr. Mais comme Toulouse n'est quand même pas connue pour sa hardiesse architecturale, ils hésitaient un peu sur le choix de l'architecte. Bon, et comme je savais qu'on avait déjà des architectes, disons, classiques,
Et que d'autre part, la compagnie de Phalsbourg venait de gagner un concours à Nice, sur un site, on va voir une image, sur un site à côté de la gare aussi, avec Daniel Libeskind. Je me suis dit, ça vaut peut-être le coup. Bon. Donc je leur ai dit, écoutez, gardez l'équipe avec laquelle vous avez gagné, on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Et voilà ce que ça a donné. Alors, Libeskind est un type qui est connu pour... il a été assez prolifique, hein, il a fait pas mal de réalisations. Il est né en Pologne, il a immigré très vite, donc il porte sur lui, d'ailleurs, un certain nombre de ses réalisations en témoignent, hein, notamment le musée juif de Berlin dont Stéphane a parlé, je vais vous le montrer. Il porte sur lui un peu cette histoire difficile, hein, des juifs polonais qui ont dû émigrer, etc. Il est allé aux États-Unis, il a fondé un studio d'architecture à Berlin, et puis il est revenu ensuite à New York. Il a fait, donc j'ai mis quelques images pour vous donner l'esprit dans lequel il travaille, hein, c'est toujours assez, comment dire, disruptif, pour employer un mot à la mode. Là, c'est un musée à Toronto. Ça, c'est le musée de la guerre ou le musée militaire, je ne sais plus, à Dresden, en Allemagne. Là, une opération de logement à Berlin. Donc, vous voyez dans quel esprit il travaille. Là, c'est un centre de congrès à Mons, en Belgique. Ça, c'est une tour qui est en train de se construire à Toronto, une tour de logement. Et ça, c'est le projet de Nice, avec lequel il a gagné. Donc, c'est une espèce de bâtiment assez... je ne sais plus, on a parlé de diamants. Mais qui est très très spectaculaire. Hein. Voilà. Il a été très connu lorsqu'il a gagné le concours d'aménagement du ex-World Trade Center à New York, donc le site avec les tours jumelles qui avaient été détruites, où il fallait reconstruire quelque chose. Il a fait le mémorial qui est ici et le plan guide du site. Ensuite, les architectes, les tours sont faites par d'autres architectes. Donc c'est ce qui l'a vraiment propulsé, on peut dire, sur le devant de la scène internationale. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il ait installé son studio à New York. Et puis moi je trouve, et je suis vraiment d'accord avec Stéphane là-dessus, que son œuvre majeure c'est le musée juif de Berlin, parce que, bon, je ne sais pas, certains d'entre vous le connaissent peut-être, hein, et si vous ne le connaissez pas, ça vaut le voyage à Berlin, quoi. Uniquement ça. C'est un bâtiment qui est très très émouvant. J'ai eu la chance de le voir quand il n'y avait rien dedans, une première fois, et c'était presque plus fort que maintenant, où il est bien sûr, il y a des expositions, parce que c'est le bâtiment lui-même qui crée l'émotion, et je vous assure que, enfin, ce que je dis en général de ce bâtiment, c'est qu'on ne sort pas le même que ce qu'on est entré quand on y arrive, quoi. C'est très très émouvant. Donc il y a une espèce de jeu de décalage, tout est un peu décalé, on voit à la fois le désespoir total et puis finalement l'espoir au bout, enfin c'est très très fort. Voilà. Et c'est un bâtiment qui, Stéphane le disait tout à l'heure, vous voyez, qui n'est pas très haut, de l'extérieur, qui ne fait pas une impression particulière, je veux dire on en a vu d'autres, mais par contre c'est quand on est dedans qu'on commence à le ressentir. Et, voilà. Donc c'est un très grand architecte, hein, je ne peux pas dire autre chose. Voilà, et on va avoir la chance d'avoir une œuvre de Libeskind à Toulouse. Je pense que, sincèrement, que c'est quelque chose qu'on viendra voir, quoi. Vous connaissez Toulouse, tu disais. Alors oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Libeskind, au jury, là, quand il nous exposait son projet, il nous expliquait qu'il était amoureux du canal du Midi et que la bande de végétation qui s'enroule autour de sa tour, puisqu'à chaque niveau de la tour, il y a une terrasse plantée, que cette bande de végétation rappelle la bande d'arbres le long du canal du Midi, et qu'il avait fait ça par un hommage au canal du Midi, tout un couplet sur le canal du Midi. Bon, je me suis dit, c'est le baratin des architectes dans les jurys de concours, on en a vu d'autres. Et en même temps, en réalité, c'est vrai, Libeskind, ça ne se sait pas vraiment, mais il a une maison dans le sud de la France et il passe beaucoup de temps à parcourir le sud de la France. Alors, le canal du Midi, il a réellement fait 3 fois en bateau, moi je ne l'ai jamais fait, mais
Et il connaît très bien le canal du Midi, il connaît parfaitement Toulouse, il est capable de vous parler des Jacobins ou de Sainte-Cécile à Albi mieux que des Toulousains. Donc il a une espèce de passion. Sa femme est italienne, il passe souvent. Tu veux foutre le bordel. Et voilà, il passe beaucoup de temps dans le sud de la France. On a découvert que c'était réellement un amoureux de cette région. Bon, on l'a su après, hein, mais enfin, je pense que c'est quelque part, ça a joué quand même dans le fait qu'il a particulièrement, je crois, hein, mis du cœur dans ce projet. Voilà. Bon, on pourra en revenir après, mais je finis quand même sur le projet Toulouse au Sud-Ouest. Donc, l'opération suivante, c'est ce qu'on appelle le site de la Cernam. Alors là, on a un site 10 fois plus gros, hein, il fait 23 000 m². Et le projet sur lequel on est en train de travailler, il est en train de... Alors, on a fait faire un plan masse, ce qu'on appelle dans le jargon, ça pourrait être un macro-lot, hein, c'est-à-dire c'est un gros projet en tout cas. On a fait faire un plan masse par Christian de Villers. Il va y avoir une consultation à nouveau, lancée par la SNCF. Chaque mois, je dis que ça va être lancé le mois prochain. Ça fait depuis le mois d'octobre, on dit ça. J'espère quand même que avant les vacances, là, la SNCF arrivera à lancer cette consultation. Je sais que ça fait sourire, mais dans ce métier, si on n'est pas optimiste, il faut changer de métier. Hein, parce que et bon, pour des tas de raisons internes à la SNCF, uniquement internes à la SNCF, mais bon, en même temps, il y a un intérêt très direct pour la SNCF à lancer cette opération, c'est que c'est là qu'ils doivent reloger leur direction régionale, qui est actuellement à Marengo, à côté derrière la médiathèque, là. Et ça, ils savent qu'il faut de toute façon, ils veulent quitter cet immeuble qui est un peu, beaucoup même vétuste. Et puis il y a les travaux du métro qui doivent commencer, bref. Donc il y a une vraie nécessité à lancer cette opération qui devrait faire au total à peu près quand même 40 000 m² de bureaux pour une première tranche et 20 000 de bureaux avec peut-être du logement, ça c'est encore à discuter, pour une deuxième tranche. Donc ça fait quand même un ensemble assez conséquent. Voilà, donc, qui pourrait ressembler à ça. J'espère donc qu'on en saura davantage dans les jours qui viennent. Donc j'ai prévu, vous voyez, un lancement en juin. Donc. Et il faut quand même, de toute façon, il faut arriver à livrer un bâtiment. Alors après, évidemment, une fois que ça sera lancé, un des enjeux, ce sera d'aller vite. Hein, puisque, comme toujours, quand la décision prend du temps, mais une fois qu'elle est prise, il faut que ce soit fait pour le lendemain. Là, il y a un enjeu, il y a une contrainte, je disais, qui est celle de la 3e ligne de métro, les travaux en 2019, je pense, sur le parking actuel de la SNCF. Voilà. Donc, on compte que la première tranche devrait être livrée en 2021 et la deuxième 2023-2024. Moi, je suis persuadé que les deux tranches vont se lancer dans la foulée parce qu'on sait qu'il y a déjà des clients, donc il n'y a aucune difficulté commerciale à le faire. C'est juste voilà, qu'il faut le lancer. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme étape au-delà de ces opérations, puisque je vous le disais, c'est une opération qui va durer un certain temps. Là, on est actuellement dans une phase, à nouveau, d'une phase de procédure assez lourde, hein, puisqu'il faudra arriver à avoir une déclaration d'utilité publique pour l'ensemble de l'opération. Donc, on a une enquête publique unique qui devrait se dérouler, qu'on est en train de préparer. On a remis le dossier à l'administration qui va faire ses retours, etc. On doit soumettre tout ça à l'autorité environnementale nationale, au Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui va donner un avis. Il y a 3 mois pour donner un avis. Il va falloir qu'on en tienne compte, éventuellement qu'on modifie le projet, etc. Tout ça fait du temps. On devrait pouvoir lancer l'enquête publique début 2019. Et c'est ce qui permettra notamment de délivrer le permis de construire de la tour, puisqu'il doit être mis à cette enquête publique lui aussi. Voilà. Donc on devrait en même temps créer la ZAC dont on a besoin et arriver à une DUP de mi-2019. Bon, tout ça c'est un peu de la technique de procédure. En fait, il faut savoir qu'on est obligé d'y passer. Là-dedans, donc, on est en train de travailler sur 2 projets séparés, le pôle d'échange multimodal lui-même et le projet urbain, donc la ZAC, avec une première partie, donc, enfin première,
première étape de la suite, qui sera autour de l'avenue de Lyon donc, et la gare Cernam. Vers 2026-28, ça va être là un très gros moment où il y aura beaucoup de travaux en même temps, puisqu'on devrait démarrer à la fois l'opération sur le site du Raisin. Alors, je ne l'ai pas montré sur la carte, mais c'est le site des ateliers municipaux qui sont à côté de la gare Rénale, par là-bas. Donc là, il y a un peu plus de 4 hectares qui appartiennent à Toulouse Métropole. Ça devrait, mais ça ne sera pas être plus facile à libérer que les terrains de la SNCF. Enfin, on y arrivera quand même. Donc tout ça devrait se passer à peu près à ce moment-là. Bon, et puis après 2030, c'est le moment où on finira côté Périole et au bord du canal du Midi, puisque ça supposera qu'on ait déplacé l'actuelle gare routière. Donc le principe est acquis, mais pas encore tout à fait. Et voilà, donc c'est pour ça, en gros, l'étalement sur la durée qui vient, c'est à peu près ça. Alors, un mot sur le pôle d'échange multimodal, la gare proprement dite, puisque le principe, c'est que, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est un des principes fondamentaux. Premièrement, on va l'ouvrir sur les 4 côtés. Elle est actuellement ouverte, bien sûr, sur le côté parvis historique, côté canal. On va l'ouvrir côté nord, c'est déjà fait, puisqu'on a ouvert l'accès depuis l'avenue de Lyon, avec la nouvelle dépose minute qui a été créée. Elle va s'ouvrir, ça sera même l'accès principal côté Marengo, et puis aussi côté Périole. Voilà, ça c'est le principe. Donc l'idée c'est qu'on va faciliter les traversées à la fois par une grande salle d'échange qui sera au niveau -1 et par une traversée, je vous l'ai montré sur le schéma tout à l'heure, une traversée au-dessus des voies. Donc l'idée, c'est de faciliter les échanges qui sont, alors qu'aujourd'hui, la voie ferrée, c'est vrai, est un peu une barrière entre le côté centre-ville et puis ce qui est encore des faubourgs. Pour le pôle d'échange multimodal, voilà à peu près. Alors, ce n'est pas du tout une image d'architecte, hein, c'est une image faite à partir des études fonctionnelles. Donc, on sait comment doivent se passer les échanges à l'intérieur de cet ensemble, mais on ne peut pour l'instant faire que des suppositions sur la forme. Bon, alors la suite, donc, les autres opérations. Donc là, on va être sur la Cernam, après sur l'avenue de Lyon. Alors, l'avenue de Lyon, décidément, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Et enfin, sur le Raisin, c'est ce que je citais tout à l'heure sur Périole. Alors, en gros, on a fait des schémas, des simulations. Le plus spectaculaire, peut-être, c'est l'avenue de Lyon. Vous voyez là le site d'aujourd'hui qui est vraiment... c'est le plus mauvais moment, hein, parce qu'on a déjà racheté beaucoup d'immeubles. Il y en a donc déjà qui sont vacants, beaucoup. Ça se dégrade un peu, les gens sont en train de vendre, et en même temps, on n'a rien commencé. Donc, c'est vrai que ce n'est pas terrible. Donc, il faut se repérer à cette grande barre là, qui est derrière et qui va rester. Là, ça ne fait pas partie du projet, mais si vous repérez la barre, en gros, ce que ça devrait donner, c'est ça. Voilà. Donc là, vous avez... Alors, encore une fois, les formes sont complètement théoriques. Hein, il ne faut pas du tout s'attacher aux formes des bâtiments. C'est un principe qu'on montre là. Donc là, on a les premiers bâtiments de la Cernam, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ici on est le long de l'avenue de Lyon où tout aura été démoli et reconstruit. Voilà. Ça c'est une autre vue plus vers l'est. Ce qu'on reconnaît, c'est vu du même endroit, c'est-à-dire grosso modo l'entrée de l'actuelle dépose minute, enfin la nouvelle dépose minute qui vient d'être mise en service. Et là, si on se tourne vers, là-bas on a le faubourg Bonnefoy, on reconnaît le passage sous la voie ferrée, hein, qui est ici. Donc ça reste bien sûr, on ne peut pas le changer. Donc, mais voilà, mais tout ce qui est autour, par contre, ça devrait changer. Je pense que c'est la transformation la plus spectaculaire de tout ce projet. Hein. Bon, enfin le reste est pas mal non plus, puisque... Donc là, on devrait être vers 2023-2024. La phase suivante, je disais, c'est 2026-28. Donc on commence à attaquer le Raisin. L'avenue de Lyon est faite.
Et on commence les premières réalisations côté Périole autour du pôle d'échange multimodal qui se termine à ce moment-là. Donc voilà à nouveau une simulation. Là on est on est quelque part, voyons, on est par là. Hein. Voilà. Si on se positionne à cet endroit, aujourd'hui on est au bord des voies ferrées, on peut dire, encore que c'est souvent des voies de garage, c'est des espaces un peu délaissés, hein, là où il y a l'ancienne halle Calberson et tout ça. Donc là, et puis à droite, on a le secteur du Raisin. Et donc, aujourd'hui, c'est ça. Quand on regarde vers la voie ferrée, vers le sud plutôt, donc on a à nouveau d'ailleurs la même barre hein, qui est ici. Voilà. Et voilà ce que ça donnera une fois construit. C'est-à-dire que là, pour le coup, il n'y a rien. Je dis, on n'a pas de terrain. C'est pas tout à fait vrai quand même, on en a un peu. Donc là, c'est des terrains où il n'y a rien ou pas grand-chose. Donc on a quand même montré que du côté voie ferrée, ça reste un usage ferroviaire. Hein. Il y aura des voies de remisage qui doivent être créées là d'ailleurs, des nouvelles voies. Mais par contre, côté ville, construire. Voilà. Et enfin, dans la dernière phase où on est plutôt vers Périole, donc là, enfin, on est notamment vers Périole, voilà ce que ça peut donner. Ça, c'est la rue de Périole aujourd'hui, hein, vue depuis le bout, voyons, vu depuis ici. Donc ça, c'est la rue de Périole aujourd'hui, et ça, c'est ce qu'on aura lorsqu'on aura construit cette partie-là. L'idée, c'est que, bien sûr, quand on est en contact du bâti existant, on essaie d'avoir des hauteurs qui s'en rapprochent, mais qui assurent une transition agréable, et que, par contre, dès qu'on s'en éloigne et qu'on se rapproche des voies ferrées, on peut monter et faire plutôt d'ailleurs des bureaux. Là, on est à peu près en 2035. Et le projet sera un peu banalisé, ça sera devenu une partie de Toulouse. Mais savoir qu'il aura fallu quand même un peu de temps et de patience, et qu'encore une fois, ça ne ressemblera certainement pas exactement à ça, il sera passé des tas de choses, mais bon, c'est le charme de ces projets. Voilà. Il y a des questions, messieurs, dames. Est-ce que la première question qui se lance sur le sujet Simulation, on voit jamais de bus. Ça veut dire que... Ah oui. Non, ça veut dire que Par exemple, sur le canal, là... les projectives, les gens qui font les perspectives, ils n'aiment pas les bus. Mais il y en aura, oui, bien sûr. Normalement, ça devrait se déplacer, parce que ça a été conçu comme ça à une époque où on était là... au-delà de la bordure de la limite du centre-ville. Quand l'Europolia a été créé, ouais. Dans le est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues par rapport aux politiques qui peut ne pas annuler, parce qu'il y a 3 millimètres, est-ce qu'il peut arrêter tout? Est-ce qu'il y a oui. des clauses? Non, ben, vous savez, c'est difficile. Hein. Alors, Europolia, je ne l'ai pas dit, c'est une société publique locale d'aménagement, c'est-à-dire un objet particulier. C'est une société de droit privé, une société anonyme, mais dont les actionnaires sont publics. Et c'est 2 tiers Toulouse Métropole, 1 tiers région. Voilà. La région a tenu à y être parce que justement la société a été créée pour des projets qui sont réellement qui sont des enjeux régionaux. Quoi, hein. Alors que les projets menés par l'autre société d'aménagement, Mopidia, sont des projets plus métropolitains, disons. Voilà. Mais non, malheureusement, ça on l'a vu souvent, hein, que des changements politiques amènent des changements de projets. En même temps, les villes qui ont su... enfin, il y a plusieurs cas. Bordeaux, qu'on cite toujours comme, à juste titre, comme exemple de politique urbaine réussie. Là, c'est qu'il y a une continuité politique. Juppé, il a été élu en 1995. Il s'est mis au travail tout de suite. Et on n'a rien vu, c'est ce que je disais, l'unité de temps. Hein, on n'a rien vu pendant 10 ans. Et à partir de 10 ans, maintenant, ça en fait plus de 20. Là, maintenant, on voit les choses et on les constate et c'est une évidence. Mais tout le travail, il a duré quand même plus de 20 ans. Parce qu'il s'y est mis tout de suite et puis sérieusement, hein, avec l'agence d'urbanisme,
l'époque qui était un sacré outil. Pour répondre un peu aussi à votre question, c'est que Busquets il avait été choisi à l'époque par Voilà. Cohen. Alors, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu d'autres cas à Lyon où il y a eu des changements politiques et où malgré ça, ils ont continué, ils ont su garder le cap des projets. Et à Toulouse, quand même, c'est un peu un exemple pour ça, puisque le principe de Toulouse au Sud-Ouest, ça a été lancé en 2007, c'est-à-dire c'est Jean Boudin qui était président de la communauté d'agglomération à l'époque. 2008, changement politique, mais le projet a été repris. Et le choix de Busquets a été fait pour conduire ce projet, enfin comme maître d'œuvre urbain. Et 2014, nouveau changement politique, les grandes lignes ont été conservées et Busquets lui-même a vu sa mission confirmée. Et moi aussi d'ailleurs, par la même occasion. C'est pour les gens qui sont à l'extérieur, que je connais le micro parce que nous on vous entend. Merci. Justement, concernant la gare routière, vous parlez d'un projet de la déplacer. Il y a peut-être eu des changements de politique. Il semblerait que l'orientation, ça serait la suppression de quelques lignes, donc d'étendre les réseaux de bus. C'est ce qui a déjà été fait d'ailleurs à Vergaillac, qui est un nouvel emplacement. Est-ce que l'emplacement est prévu? Est-ce qu'il y a eu un changement justement entre le moment de ce travail sur la gare routière et la situation actuelle, qui demanderait effectivement un espace, je pense, beaucoup plus vaste que ce qu'il n'est actuellement? Alors, il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est un sujet délicat. Sur le principe, en même temps, il y a une évidence. La gare routière fonctionnait avec les bus du département de façon pas très active, il faut bien le dire, jusqu'à il y a quelque temps. Et puis lorsque les bus dits Macron sont arrivés, la gare routière, qui était la seule gare routière disponible à Toulouse, a du coup vu son rôle grandir énormément, enfin son trafic a explosé. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut en faire à l'avenir? L'idée, c'est que, enfin, il y a plusieurs pistes. Premièrement, effectivement, tous les cars qui viennent de là n'ont pas forcément vocation à y venir. Parce que notamment tous ceux qui transitent, qui ne s'arrêtent pas à Toulouse, qui vont de Bordeaux à Marseille, par exemple, c'est peut-être pas la peine de les faire venir s'engluer dans le trafic du centre-ville pour repartir après. Il faudrait mieux de s'arrêter à une station de métro en périphérie et continuer. Donc il y a une réflexion qui est en cours sur une optimisation, disons, du trafic des bus de toutes sortes, des cars de toutes sortes, courte distance, grande distance, dans l'agglomération. C'est un travail de réflexion qui est en cours. Et après, il y a un travail d'optimisation de la gare routière proprement dite. Plus il y a des questions de changement de matériel, les nouveaux bus ne vont pas pouvoir prendre les mêmes virages, bref. Donc de toute façon, il faut réorganiser tout ça et c'est en cours. L'important, c'est de garder évidemment une composante de bus urbains, interurbains, dans le pôle d'échange multimodal, puisque comme le nom l'indique, l'idée c'est qu'on passe facilement d'un mode de transport à un autre à cet endroit, et qu'on veut essayer de faire que ça marche le mieux possible. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que la future gare routière, dont la configuration reste à déterminer en fonction des études que j'évoquais, que la future gare routière soit rapprochée du cœur du pôle d'échange multimodal, donc soit côté Marengo. Voilà. Donc l'idée c'est celle-là, on a prévu l'emplacement, on peut reconstituer la gare routière à l'identique, même dans toute sa dimension, même si on ne pouvait pas la réduire, on pourrait la reconstituer à Marengo, on a la place pour le faire et ça marche. Voilà. Après, ce qu'on va quand même essayer de faire, c'est d'optimiser son dimensionnement pour ne pas créer, enfin ne pas, disons, consacrer des espaces à ça qui ne seraient pas indispensables et qui seraient mieux utilisés à autre chose. Donc il y a une réflexion en cours, à la fois sur la réorganisation du trafic des bus, des autocars eux-mêmes, et puis sur l'organisation spatiale. En parlant de ça, Alain, juste à chaque fois qu'on a préparé cette conférence-là, tout le monde me disait, mais de toute façon, ce projet dépend de la LGV. En fait, je suis en train d'expliquer que ça, LGV ou pas, ce projet-là, il n'en dépend pas. Là, tout ce que j'ai montré, ça ne dépend pas de la LGV. Alors encore une fois, si elle arrive, c'est mieux, bien sûr. Ouais. Ça nous donne une dimension, enfin, une dynamique beaucoup plus importante, pas seulement ce projet, à Toulouse en général, mais le projet tel qu'il est là, pratiquement, il peut se faire, même si, vous voyez, j'ai parlé de 2035,
2035, si on décidait que la LGV n'arrive qu'en 2035, ce qui peut arriver, le projet se serait fait pratiquement de la même façon, parce qu'il correspond à un besoin déjà aujourd'hui et dans les années à venir. Et pour terminer sur la gare routière, la chose est un petit peu compliquée, en plus du fait que la compétence des autocars interurbains, enfin, je ne sais pas comment on les appelle, départementaux, était jusqu'au 1er janvier 2017 au département. La loi l'a transféré à la région à partir du 1er janvier 2017. La région qui devient du coup l'autorité organisatrice des transports en général. Mais comme la région avait d'autres chats à fouetter à ce moment-là, problème de réorganisation, elle a aussitôt redélégué au département la compétence en question. Donc pour l'instant, rien n'a changé, c'est toujours le département qui gère, mais en même temps, chacun sait qu'à terme, c'est la région qui reprendra la main là-dessus et qu'elle resituera cet élément-là dans une politique de transport plus large. Question? Alors, peut-être une dernière, s'il vous plaît. Bonjour, Jérôme Louis Tarbourièche. J'ai été en charge pendant un certain temps et vous avez parlé des concours de la ville de Paris et je vous en remercie, de l'innovation et du design dans les cabinets de la mairie de Paris. Vous avez dit tout à l'heure, il y avait tout ça partout. Hein. Voilà. Et depuis quelque temps, j'ai le grand plaisir de défendre plusieurs territoires et en particulier en Occitanie, le Cidre. Il y a eu un très beau déraciné des ailes hier soir sur le Cidre. Et la question que je voulais vous poser, parce que j'embête beaucoup les gens de la compagnie de Falsbourg avec ça, c'est quelle sera la place des matériaux locaux dans ces projets? Est-ce que dans le cahier des charges, il y avait une place particulière qui avait été faite pour qu'on ait un regard sur les artisans et sur les matériaux locaux? Alors, honnêtement, non. Je ne peux pas vous dire qu'on a prévu une clause du cahier des charges qui dise que... voilà. Après, dans l'esprit, par contre, ça, je peux vous garantir que l'esprit y est, c'est-à-dire que la volonté d'utiliser le plus... Enfin, alors, c'est pas tout à fait votre question, mais ça rejoint. Par exemple, les essences des arbres qui vont être plantés sur les terrasses de la tour à différentes expositions et différents niveaux, donc il faut tenir compte de tout ça. Les essences sont bien sûr travaillées par Nicolas Gilsoul, qui est le paysagiste pour être des essences locales adaptées, alors à la fois pour des raisons d'efficacité tout simplement, et puis des raisons de principe, adaptées donc des essences locales, adaptées à chaque cas à l'exposition, au vent, etc. Après sur les matériaux proprement dits, ou le recours à des compétences locales, je suis sûr que dans la mesure du possible ça sera fait. Après, pour dire que c'est une clause obligatoire, on ne peut pas le dire. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que la ville a montré, enfin la ville, la métropole, a montré que chaque fois qu'elle le pouvait, elle faisait un effort dans ce sens. Les granitiers du Cidre, justement, ont été sollicités pour des réalisations ici ou là. Après, j'espère que tout le granit que vendent les granitiers du Cidre vient du Cidre, mais c'est une autre question. Bien. Question? Bien, messieurs, dames, donc on vous remercie d'avoir accueilli la conférence d'Alain. On espère que vous avez appris donc, quelques trucs, quelques informations. Désormais, quand vous voyagerez, vous saurez ce qu'il en est. Et on vous accueillera sur les futurs formats à partir du mois de septembre. Voilà. Bon petit déjeuner avec nous. Merci.